L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. François Asselineau, bonjour, bienvenue. Est-ce que vous êtes déçu ou content finalement de cette campagne présidentielle à laquelle vous participez ? Je suis relativement satisfait de cette campagne, d'abord parce que je suis candidat et que ça permet de faire connaître le mouvement politique que j'ai créé, qui, soit dit en passant, est le mouvement politique en plus forte croissance de France, et dont le site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Mais là où je suis déçu, c'est que les principes d'égalité n'ont pas été respectés, d'ailleurs suite à la loi Urvoas, que nous avons en réalité 15 jours d'égalité de traitement, et où en réalité, comment les modules qui sont accordés aux candidats, c'est souvent 6 minutes, 8 minutes. On n'a jamais le temps d'aller au fond des choses. Je voyais là, dans les rubriques précédentes, il est question de l'euro. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'euro, mais on n'est jamais allé au fond des choses. Je vois aussi, ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que l'on voit que je suis bien le seul candidat qui propose aux Français de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On va y revenir. Mais sur la campagne elle-même, est-ce que par exemple, vous avez des nouvelles du débat de France Télévisions ? Oui, de ce que je crois savoir, c'est en train de tourner au scandale. Le débat qui a eu lieu le 4 sur CNews et BFM TV a beaucoup intéressé les Français. Le débat avec les 11 candidats, parce que les Français ont pu découvrir qu'il n'y avait pas 5 candidats, mais qu'il y en avait 11. Et ce qui était très intéressant, c'était les échanges entre les candidats. Non seulement sur le fond, mais aussi pour mesurer les personnalités. Et puis là, qu'est-ce qui se passe sur France 2 ? En réalité, M. Mélenchon et M. Macron, c'est Courage-Fillon, ils n'ont pas envie, suivi d'ailleurs par Mme Le Pen, ils n'ont pas envie d'être confrontés aux autres candidats. Il va avoir lieu ce débat d'après les contacts que vous avez avec France Télévisions ou pas ? D'après ce que je crois savoir, il va y avoir, tous les candidats seront présents, mais ils passeront les uns après les autres. Ça va être tiré au sort d'ailleurs en quelques instants à France 2. Ils passeront 15 minutes les uns après les autres. Ils sont interrogés, je crois, par David Pujadas. Ils auront droit à 15 minutes les uns après les autres. Et il n'y aura donc pas de confrontation. Et ça, c'est à la demande de M. Mélenchon, de M. Macron et de Mme Le Pen, c'est-à-dire et de M. Fillon, c'est-à-dire en fait les prétendus grands candidats ne veulent pas être confrontés aux autres. Donc les Français jugeront, parce que si M. Macron, que je connais, vous savez, moi je suis inspecteur général des finances, lui est inspecteur des finances, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle de plus. S'il ne veut pas être confronté à moi, qu'est-ce qu'il ferait s'il était élu président de la République ? Oui, mais d'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'il ferait s'il était élu président de la République, s'il avait affaire à Donald Trump ou à Vladimir Poutine ? Comment peut-on être président ? Vous pensez vraiment que c'est une stratégie d'évitement ou c'est la mauvaise gestion par France Télévisions de l'affaire ? Non. C'est Macron qui a lancé le truc. Ils ont très peur d'être confrontés à d'autres candidats parce que les Français ont pu constater. Au départ, c'est Mélenchon qui disait qu'il n'y aura pas de droit de réponse si jamais il y a un incident. Voilà, et puis il a dit qu'il avait autre chose de prévu, il avait je sais pas quoi, une vieille tante à enterrer à l'autre bout de la terre, etc. En réalité, c'était des fausses excuses. En réalité, ils ne veulent pas être confrontés, voilà. Venons au fond de l'affaire. Cette candidature... dans le détail, maintenant, les Français ont quand même compris qu'elle était fondée justement sur le refus de l'Europe telle qu'elle est. C'est un peu votre itinéraire politique aussi. Vous avez travaillé notamment avec Charles Pasqua, qui faisait partie de ceux qui, en 92, étaient justement contre le traité de Maastricht, alors que des gens comme Mélenchon, qui sont aujourd'hui contre l'Europe, ont voté, donc en 92, le traité de Maastricht. Il y a une chose qui est apparue bizarre, c'est que Marine Le Pen, dans le meeting d'hier aux Zénith, n'en a plus du tout parlé de la sortie de l'euro. Mais c'est ce que je dis depuis tout le temps. Madame Le Pen comme Monsieur Mélenchon, c'est de l'escroquerie. Ils n'ont jamais proposé de sortir de l'Union européenne. Vas-y, ils le proposent. Non. Allez, regardez. Monsieur Mélenchon, il a son plan A, son plan B, son plan je sais pas quoi. En fait, tout ça, c'est pour se planter. Monsieur Mélenchon, c'est le Tsipras français. C'est-à-dire qu'il est là pour essayer de récupérer la colère populaire qui est énorme. Il refuse. Il a donné plusieurs fois l'exemple de Tsipras négociant à Bruxelles en disant « Moi, je n'aurais jamais signé ce que me proposaient les Européens. » Oui. En tout cas, ce que je sais, c'est que jamais il ne parle de l'article 50 et il fait croire aux gens qui croient en lui qu'il va pouvoir renégocier des traités, alors que je me tue à expliquer que ça n'est pas possible. Il négocie même avec le diable. Voilà, mais il ne peut pas. Il y a 28 États. Expliquez-nous pourquoi ils ne peuvent pas. Parce que, pardonnez-moi, mais les gens, c'est un sujet qui est fondamental. C'est fondamental, voilà. Je suis d'accord. L'argument de Mélenchon et de Le Pen, c'est de dire, en gros, puisque nous sommes la France et non pas, alors c'est pas désagréable, la Hollande ou un pays de moindre importance, on sera, ou les Allemands seront obligés de tenir compte
monde de notre point de vue, car nous sommes la deuxième économie de la zone euro. Eh bien, alors je dis... Vous répondez quoi à cet argument qui est celui de Mélenchon et de Marine Le Pen? Eh bien, je dis que c'est un faux argument parce qu'il y a 28 États, que les traités se négocient à 28 et qu'un seul État, ça doit être négocié à l'unanimité. Donc, pour changer les traités, il faut l'accord des 28 gouvernements et ensuite l'accord des 28 peuples sous forme de vote au Parlement. Leur argument. Leur argument, c'est de dire on ne pourra pas faire sans nous parce qu'on est la deuxième économie de la zone euro. Oui, mais ça, quels que soient les textes, c'est ça leur argument. Oui, mais ça veut politique. Mais ça veut dire, mais c'est faux, c'est faux. L'expérience l'a montré. Regardez Lionel Jospin en 97. La majorité avait été suite à la dissolution. Le Parti socialiste avait obtenu la majorité. Le programme de Jospin, c'était qu'il allait renégocier les critères de Maastricht. Lorsque l'Allemagne a dit nein, eh ben, il s'est plié. Alors, monsieur Hollande, en 2012, il a dit qu'il allait renégocier le traité, le TSCG. Il n'a même pas fait semblant. Il n'a rien renégocié du tout. Et regardez, monsieur Tsipras pour la Grèce avait dit la même chose. Tous les pays qui s'y sont essayés n'ont pas pu le faire. D'ailleurs, monsieur Moscovici... C'est question de personnalité, disent Mélenchon et Le Pen. Enfin, surtout Mélenchon. Mais écoutez, il dit, mais avec moi, ça se passera pas comme ça. Mais moi, je ne veux pas. En plus de ça, est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit en fait de propos nationalistes et belliqueux? Parce que monsieur Mélenchon reproche, d'ailleurs faussement, il joue sur des peurs, sur de l'anti-germanisme primaire. À voir les affiches de monsieur Mélenchon, on a l'impression que les problèmes de l'Europe, ça serait madame Merkel et l'Allemagne. Moi, je dis que ça n'est pas vrai. C'est une structure avec 28 États qui ne peut pas fonctionner, qui d'ailleurs n'existe nulle part ailleurs au monde et qui n'a jamais existé dans l'histoire. Monsieur Mélenchon, en fait... si, elle existe aujourd'hui. Oui, mais ça ne marche pas. Monsieur Mélenchon voudrait en réalité que la France fasse ce qu'il reproche à l'Allemagne de faire. Mais moi, je n'ai pas envie que la France impose sa volonté à d'autres pays, de même que je n'ai pas envie que d'autres pays imposent leur volonté à la France. C'est aussi simple que ça. Quant à madame Le Pen, je voudrais parler un instant de madame Le Pen. Madame Le Pen, elle fait le coup à chaque fois. Elle commence par une espèce de social souverainisme, etc., pour essayer de jouer un petit peu l'échevènement, pour essayer de... Et puis ça se termine à chaque fois. Ça avait déjà été le cas en 2012 et c'est de nouveau le cas, par un grand retour à l'extrême droite. On tape sur les immigrés, on tape sur les Arabes, on tape sur l'islam et on parle plus du tout de l'Union européenne. Vous voyez l'immense différence qu'il y a avec mon propre programme. Comment vous expliquez que 25 prix Nobel d'économie se sont donc prononcés contre les programmes protectionnistes? Donc ça intègre évidemment Mélenchon et Le Pen, mais forcément aussi un peu vous. C'est-à-dire qu'ils considèrent que finalement la vision que vous avez de l'économie, le retour au franc, le retour à la nation sont des choses impossibles dans la mondialisation. Moi, je ne sais pas d'où sort ce truc. J'aimerais savoir. Oui, mais j'aimerais savoir quelles sont les forces qui sont derrière. Monsieur Joseph Stiglitz, je ne l'ai pas inventé, avait dit il y a quelques années que ceux qui sortiraient de l'euro les premiers sont ceux qui s'en sortiraient le mieux. Moi, ce que je sais, c'est que l'euro n'est pas viable. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a Tirol. Oui, mais Jean Tirole, mais Maurice Allais qui est décédé, lui, on lui avait jamais donné la parole, et lui, il était tout à fait contre. Jean Tirole, effectivement, il s'est toujours déclaré pour la monnaie européenne. Moi, ce que je vois, c'est que le bilan est catastrophique. On a eu 1 million de chômeurs en plus sous Sarkozy, 1 million de chômeurs en plus sous Hollande. L'euro, actuellement, est trop cher pour la compétitivité de l'économie française, pas assez pour la compétitivité de l'économie allemande. Et vous allez me répondre, souvenez-vous, puisque vous connaissez bien ce dossier, dans les années 70-80, on a justement, le grand argument pour l'euro, c'était de faire baisser le marque qui était trop cher. Oui, mais le problème... À l'époque, où Pasqua militait justement contre Maastricht. Oui. C'est de dire il faut les intégrer dans l'euro, parce qu'autrement le marque va exploser, on s'en sortira pas. Écoutez, les Français ne sont pas des Allemands. Les Grecs ne sont pas des Français, ne sont pas des Allemands. Une monnaie, toute l'histoire monétaire du monde. Moi, j'ai fait une grande conférence qui se trouve en ligne, qui s'appelle La tragédie de l'euro. Toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Actuellement, l'euro est en train d'exploser sous nos yeux. Il y a actuellement 829 milliards d'euros, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bundesbank, de fonds venus des pays du Sud qui sont en Allemagne. Et ce volume s'accroît de 15 milliards d'euros par mois. On ne sait pas comment gérer cette affaire. La seule façon dont on essaie de s'en sortir, c'est ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est d'imposer aux Français la destruction de leurs acquis sociaux, de réduire le SMIC. C'est d'ailleurs les grandes orientations de politique économique fixées par Bruxelles. Et alors on fait quoi? On fait un référendum, vous le proposez, un référendum sur la dette, sur les dettes? Moi, je fais un référendum sur l'endettement public, mais ça, c'est encore autre chose. Moi, mon programme, si je suis élu, je mets en œuvre l'article 50. Ce que vient de faire Madame Theresa May, vous savez, le peuple britannique, c'est un grand peuple. C'est un peuple qui a été à la tête des libertés publiques depuis 8 siècles. Et le peuple britannique, ça n'est pas un peuple extrémiste. S'ils font ce qu'ils font, c'est que c'est un peuple pragmatique et qui voit que l'échafaudage moi, je fais de la plaisanterie, mais vous me direz, Asselineau, allez vous installer à Londres dans ces cas-là.
Parce que c'est pas la même histoire. C'est pas la même des histoire. gens comme Rocard, qui était Premier ministre à Matignon, disaient, et beaucoup d'autres ont toujours considéré que l'Angleterre était à la marge dans l'Europe. C'était pas une nouveauté. Oui, mais écoutez, moi, je suis pas britannique, je suis français. Si je fais de la politique, ça n'est pas par vanité personnelle, c'est parce que j'ai été dans les allées du pouvoir. J'ai été délégué général à l'intelligence économique, ce qui ferait qu'on m'a reconnu depuis de nombreuses années la faculté de faire des prévisions qui se réalisent, de faire de la prospective pertinente. Je peux vous dire que l'euro va finir par exploser. C'est comme dans les évangiles, nul ne sait le jour ni l'heure, mais ça va finir par exploser. Si c'est pas dans 2 mois, c'est dans 6 mois ou dans 2 ans. Et si ça explose et que la France est dedans, nous allons être submergés par des dizaines de milliards d'euros de pertes. Voilà, alors, c'est ça la réalité. Et au même moment, on assiste quand même à la montée continuelle du chômage, à la montée continuelle de la pauvreté. Allez parler à la Fondation Abbé Pierre, allez parler au Resto du Cœur, allez voir les agriculteurs. Il y a un agriculteur français qui se suicide tous les jours. Nous n'avons pas les moyens d'avoir la même monnaie que l'Allemagne. Les agriculteurs français sont financés par l'Europe, en grande partie. Mais non, ça c'est encore, excusez-moi, vous savez très bien, il n'y a pas de subvention européenne. C'est les fonds que verse l'Europe, c'est des fonds qu'ont versé les États. Or, la France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue 14. Ce qui fait que lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, non seulement on pourra toujours verser les fonds aux agriculteurs, mais cette fois-ci, au lieu de transiter par Bruxelles, ils seront directement versés par Paris avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Mais de surcroît, nous aurons 9 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Question, alors là, pour terminer d'une manière un peu plus, comment dirais-je, légère, puisque c'est effectivement lourd le climat actuel, nous sommes à 5 jours du vote. Parmi les propositions culturelles que vous faites, que j'ai lues avec intérêt, vous dites au fond, il faudrait qu'on finisse par financer la chanson française, le film français. On vient d'entendre il y a quelques jours, la Grande Vadrouille avait battu encore tous les records à la télévision. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fond, il faut aussi démondialiser la culture ? Si vous avez bien lu mon programme, je veux en effet qu'il y ait à la télévision française... Il y a beaucoup de choses dans le programme. Oui, à la fois des films et des pièces de théâtre françaises. Je trouve pas normal qu'un jeune qui a 20 ans n'ait jamais eu l'occasion, quand il regarde la télévision française, jamais d'avoir vu une pièce de Molière, une pièce de Feydeau. Ça n'est pas bien. Mais si vous avez bien lu mon programme, je veux aussi ouvrir la France sur l'universel. Et j'ai proposé, par exemple, qu'il y ait une soirée, par exemple, tous les mois, sur un grand film indien, un grand film sénégalais, un grand film japonais, un grand film Arte. Hein. Oui, mais c'est Arte. Vous regardez assez peu la télévision. Non, mais Arte, c'est le 29 février à 2h du matin avec 0,05%. Pas du tout. Non, mais moi je veux. Oui, mais je veux que ce soit qu'on fasse de l'éducation populaire de masse. Ce que fait la BBC One, par exemple, ou la NHK au Japon, la BBC au Royaume-Uni. Ouvrir les Français sur l'universel, parce que moi je suis en faveur de l'universel, de l'Organisation des Nations Unies. Je ne suis absolument pas pour refermer la France sur elle-même, mais pour la désincarcérer du monde anglo-saxon dans lequel nous plonge notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN. Et avec toutes ces convictions, le fait d'être à 0,5 ou 1, ça vous blesse pas ? Mais nous allons voir. Moi, je ne suis absolument pas convaincu de faire ce score-là. Vous savez, les sondages sont des sondages qui ne sont pas du tout confirmés, ni par les bookmakers au Royaume-Uni ou en Suisse, qui me donnent bien plus haut que ça, ni par les sondages en ligne sur Internet. Nous allons voir. Je pense que je vais être la surprise. J'en profite pour dire que ces sondages ont une vertu, vous savez, c'est vicieux. C'est ce que les Américains appellent la prophétie autoréalisatrice. On veut faire croire aux Français qu'il n'y aurait que 4 candidats qui vont émerger du lot. Je pense que ça n'est pas ce qui va se passer. Merci beaucoup. Donc François Asselineau était l'invité politique de la matinale, l'autre invité politique après Benjamin Griveaux. Je rappelle donc qu'il est candidat à l'élection présidentielle et c'est dans 5 jours. Bonne journée à vous. Merci d'être venu et nous avons rendez-vous dans un instant avec le rappel des titres et on va retrouver évidemment avec grand plaisir Ève Ruggieri.